Nouveau numéro de décryptage sur votre chaîne, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons décrypter dans votre magazine, comme habituellement, les sujets d'actualité. Nous allons parler des 100 jours du gouvernement Matata, une analyse un tout petit peu évaluative à ce sujet. Nous ferons également le point sur cette fameuse guéguerre au sein de la majorité présidentielle avec un jeune cadre du parti présidentiel, le PPRD. Il s'appelle Serge Kadima. Il est mon invité. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous êtes au courant, tout comme nous également, des 100 jours déjà de l'équipe gouvernementale que conduit le Premier ministre Matata Ponyo, le gouvernement Matata 2. Alors, de façon un tout petit peu globale, avant d'entrer dans le fond de notre sujet, quelle est l'évaluation que vous faites par rapport à ce gouvernement, qui est jugé là comme un gouvernement d'ouverture? Oui, vous savez, lorsqu'on fait l'évaluation, c'est par rapport à la mission qui a été assignée au gouvernement. L'actuel gouvernement, que nous avons appelé le gouvernement de cohésion nationale, avait pour objectif de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République, d'accélérer le développement et organiser des élections. Parce que, vous savez, l'année 2015, c'est une année où il y a plusieurs échéances. Donc, par rapport au gouvernement Matata 2, je vais prendre par exemple les secteurs qui concernent beaucoup plus la population. Je prends par exemple le ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de la population. Vous savez, lorsqu'on regarde les réalisations, par rapport aux assignations, il vous souviendra que le 25 décembre 2012, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a fêté avec nos compatriotes de Béni. Vous savez, avant le 25 décembre, il y avait des atrocités, il y avait des problèmes que connaissaient, que subissaient nos frères, nos compatriotes de l'Est de la République. Lorsque vous prenez les tronçons Ouicha et Béni, il y avait des massacres presque tous les jours et c'était des pertes humaines. C'était des Congolais comme vous et moi qui vivaient dans la quiétude à Kinshasa. Mais eux, là-bas, ils ne pouvaient pas vivre comme vous et moi. Le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, était là-bas. Il a donné des instructions précises. Il a recadré les objectifs de la police, des services de renseignement. Et évidemment, il était accompagné avec le ministre d'État en charge de la Défense. Ils ont parlé avec les personnes qui sont censées sécuriser la population et leurs biens. Aujourd'hui, je vous rassure qu'il y avait un couvre-feu dans la ville de Béni. Aujourd'hui, le couvre-feu a été levé. C'est grâce aux efforts du gouvernement Matata 2, évidemment pas le vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc, lorsque nous regardons par exemple Bukanga Lozo a connu la première récolte. Donc, c'est pour dire que le gouvernement Matata 2 est en train de travailler. Ce n'est pas les jours où on sème qu'on va récolter. Mais au moins, pour les 100 jours, lorsque vous regardez, il y a d'ailleurs un jeune ministre au gouvernement, le ministre Jean-Marc Kambinga. Vous m'aviez reçu ici lorsqu'on avait formé le gouvernement. On a parlé des jeunes qui sont entrés au gouvernement. Mais est-ce qu'à eux également, ces jeunes-là, est-ce que votre regard, c'est de l'espoir? Est-ce que ce sont des jeunes qui travaillent vraiment des façons, qui travaillent bien? Est-ce que ça marche également pour eux ou ça tâtonne, ces jeunes qui sont entrés dans ce gouvernement? Non, il y a des gens qui sont entrés dans les gouvernements qui ont cassé les mythes. Parce que dans ces pays, on considérait que ne peuvent être ministres que les vieux, que les aînés. Mais il y a quand même des jeunes au gouvernement, pour prendre l'exemple du ministre de l'Industrie, le ministre Jean-Marc Kambinga, vous l'avez vu, en train de tout mettre en œuvre pour que les secteurs de l'industrie soient vraiment au centre du développement. Parce que le secteur de l'industrie a un grand rôle, a un rôle essentiel dans l'économie, à travers la consommation de l'intermédiaire. Vous les voyez partout, il fait la campagne pour la promotion du secteur de l'industrie et aussi il amène les gens à encourager à travers sa campagne Made in Congo. Donc pour les jeunes, c'est vrai que nous ne sommes pas du même bord politique, mais pour les jeunes, il a aujourd'hui démontré que le président Kabila n'avait pas tort d'insister sur la présence des jeunes dans le gouvernement. Il se débrouille très bien et en tant que jeune, je pense que la campagne qu'il est en train de mener, on l'a vu dans la province orientale, prendre des mécanismes pour relancer le secteur industriel là-bas, notamment à travers la cimenterie de la province orientale. Qui pose problème? Bon, à ce stade, il n'y a pas de problème. Il y avait des petites zones d'ombre, mais aujourd'hui, on est en train de tout mettre en œuvre pour qu'elle soit effective, cette industrie. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes, à part lui, il y a les ministres des Sports que nous voyons aussi à l'œuvre, qui se comportent aussi bien et qui donnent l'espoir à d'autres jeunes qui peuvent
un jour avoir aussi la grâce présidentielle d'être au gouvernement. Mais vous avez fait une analyse un tout petit peu isolée quand vous avez parlé du ministère de l'Industrie, vous avez également parlé du ministère de l'Intérieur, mais de façon globale, comment vous trouvez cette équipe, la performance sur terrain? Bon, c'est un peu tôt d'évaluer de manière globale l'actuelle équipe gouvernementale. Mais de manière isolée, ce sont des actions qui sautent aux yeux. Lorsque vous regardez, je prends encore le ministère de la Population, c'est-à-dire la vice-primature en charge de l'intérêt et la sécurité, parce que j'aime bien appeler ça le ministère de la Population. Lorsque vous regardez la manière dont le ministre est en train de se déployer pour accélérer la réforme de la police. Parce que, vous savez, le rôle de la police est vraiment indispensable, pour ne pas dire capital. La police a pour mission de sécuriser les personnes et les biens. Lorsqu'on sécurise les personnes et les biens comme il se doit, il y a des effets collatéraux. Notamment, les investisseurs peuvent venir dans toute quiétude. Même les Congolais peuvent travailler et produire. Donc, lorsque nous prenons ne fût-ce que ce secteur-là, vous voyez qu'il y a un effort qui est en train d'être fait. Il y a un travail qui saute aux yeux et qui est vu par tout le monde. Lorsque vous regardez, par exemple, la loi électorale qui a été défendue devant le Parlement et devant le Sénat, c'était une loi essentielle qui venait consolider davantage la démocratie, dans le sens que cette loi venait répondre aux préoccupations de compatriotes, des observateurs internationaux et nationaux par rapport à l'organisation des élections. Lorsque vous regardez la loi sur le découpage, c'est une loi essentielle pour accélérer le développement. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez, par exemple, dans les provinces, les gouverneurs ont tendance à s'occuper des chefs-lieux. Et aujourd'hui, avec le découpage, nous allons nous retrouver dans une compétition où les responsables, sinon les gouverneurs, dans les entités décentralisées, conformément à la loi sur les découpages, ils vont travailler de manière à accélérer le développement dans leur coin. Donc, je pense qu'il est difficile à ce stade d'évaluer de manière globale l'action gouvernementale, mais il y a des actions qui sont salvatrices aujourd'hui. Voilà, vous l'aviez dit. Alors, s'il faut faire un tableau comparatif entre le gouvernement Matata 1, ce gouvernement qui était qualifié de technocrate, avec un gouvernement de cohésion nationale où on devait avoir un tout petit peu de l'ouverture, avec quelques membres de l'opposition, de la majorité, est-ce que vous voyez le cap être maintenu avec l'élan avec lequel nous avons commencé avec ce gouvernement, poursuivre les actions du chef de l'État en matière de reconstruction des infrastructures de base. Mais est-ce que ce même gouvernement, l'autre gouvernement, les membres qui font partie du gouvernement actuel, est-ce qu'ils maintiennent le même cap dans leur façon de travailler? Je pense que ce sont des contextes différents. Parce que le gouvernement Matata 1 avait une mission qui était tout autre avec la mission qui est confiée au gouvernement de cohésion nationale. Vous savez, avant le gouvernement de cohésion nationale, il y a eu des concertations nationales. Alors, l'actuel gouvernement est en train d'exécuter les résolutions prises par les concertateurs aux concertations nationales. Donc, il est difficile. Mais par rapport aux missions régaliennes, je pense que le gouvernement a une direction. Et la direction est présidée par le président Joseph Kabila qui sait ce qu'il doit faire pour le peuple congolais. Parce que c'est lui qui avait été élu pour un mandat de 5 ans. C'est lui qui avait la faveur du peuple congolais en fonction des promesses. Il est en train de donner la direction en fonction de ce qu'il avait promis au peuple congolais. Mais par rapport à la mission qui était assignée au gouvernement Matata 1, nous disons qu'ils se sont très bien comportés, c'est-à-dire les membres de l'équipe du gouvernement Matata 1, ils se sont bien comportés par rapport aux missions qui leur avaient été assignées. Alors l'actuel gouvernement a une autre mission qui est en principe dictée par la volonté des concertateurs. Et les concertations avaient pour objectif de mettre définitivement fin à la guerre à l'est de la République, d'accélérer le développement et de consolider les acquis de la démocratie. Donc aujourd'hui, lorsque nous évaluons conformément aux assignations, nous considérons qu'ils sont dans la bonne direction. Voilà. Alors, mais est-ce que vous admettez quand même qu'il y ait au sein de ce gouvernement une crise évidente de leadership où vous avez par exemple des pro-Matata de l'autre côté et d'un autre côté, si vous avez également des pro-Bouchab et qui finalement rendent un peu ce gouvernement un peu lourd? Non, je pense que ça, c'est entretenu dans l'imaginaire. Je pense que c'est entretenu dans l'imaginaire. Je considère qu'il y a une harmonie parfaite dans le gouvernement actuel. C'est un gouvernement, il n'y a pas de pro-Matata, il n'y a pas de pro-Bouchab parce que le Premier ministre Matata et le vice-premier ministre Evariste Bouchab, ils sont tous du PPRD et tous travaillent pour le président Joseph Kabila. Je ne pense pas qu'à ce stade, qu'il y ait des partisans de l'autre ou bien d'X ou bien Y personnes parce que
nous sommes en train de travailler sous la haute direction du président Kabila. Donc ça, c'est entretenu dans l'imaginaire des Congolais. Et je ne pense pas que les hommes d'État comme ceux-là peuvent entrer dans ces petits jeux-là. Alors, le chef de l'État a 2 mandats. À l'issue de ce 2e mandat, le chef de l'État sera évalué par la population. Alors, à ce gouvernement, on retrouve également quelques partis de l'opposition. Alors, ces partis d'opposition veulent se repositionner avec quelquefois des ambitions manifestes de vouloir prendre aussi le pouvoir. Est-ce que, au regard de ce tableau, est-ce qu'il ne faut-il pas que le chef de l'État travaille avec un gouvernement qui soit essentiellement issu de la majorité? D'où la nécessité aujourd'hui de remanier même ce gouvernement. La Constitution consacre que la désignation d'un Premier ministre ou bien des membres du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Alors, la Constitution confère ses pouvoirs au président de la République. Et lui-même, le président de la République, qui a ses pouvoirs garantis par la Constitution, dit qu'il va travailler avec toute personne qui a la passion du Congo. Alors, je ne pense pas que ça soit moi. Je n'ai aucun pouvoir constitutionnel de faire des recommandations quant à cela. Et je considère que le président de la République fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, mais qui cadre avec les promesses qu'il avait faites au peuple congolais. Ce n'est pas à nous de dire qu'il doit forcément travailler avec les gens de la majorité, mais il désigne qui il veut. Mais au moins que ce soit des gens qui ont la passion du Congo. Alors, s'il estime que c'est dans la majorité présidentielle où il y a des gens qui ont la passion du Congo, il travaille avec seulement les gens de la majorité. Alors, s'il estime que dans la société civile, dans l'opposition, il y a des gens qui ont la passion du pays et qui peuvent marcher selon sa philosophie à lui, sinon selon son programme, discours qu'il avait fait pour le bien-être de la population, il va désigner là où il veut et il est libre. D'accord. Alors on va à présent faire un tout petit peu le point au sein de la majorité, l'actualité au sein de la majorité présidentielle. Il y a une lettre qui a été récemment adressée au chef de l'État, une lettre rédigée par des ténors de la majorité, plutôt j'allais dire Olivier Kamitatou. Il y a également quelques ténors de la majorité. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette lettre dont le contenu exige au chef de l'État de donner clairement sa position par rapport à son avenir politique? Vous savez, nous ne sommes plus en 2e République, ça c'est la 3e République, donc c'est-à-dire que les contextes sont différents. C'était pendant l'époque du président Mobutu où on ne pouvait pas accepter une autre idée, une idée contraire de ce qui se faisait au MPR. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec un président qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié même à un certain moment l'espace présidentiel pour la démocratie. Alors ça, c'est l'expression éloquente de la démocratie au niveau de la majorité. Les gens pensent que dans la majorité, il y a la pensée unique, il y a une personne qui vient, qui dicte. Donc, ça, c'est une expression éloquente de la démocratie au niveau de la majorité présidentielle. Ils sont libres à eux de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que vous en félicitez? J'ai dit, c'est ça la démocratie. Ils ont fait ce qu'ils ont fait conformément à la Constitution donne le droit à n'importe qui de donner son point de vue par rapport à la marche de la République, par rapport à une organisation. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Nous, PPRD, nous disons que nous sommes concentrés à accompagner, sinon à soutenir le président Joseph Kabila dans sa mission. Il a une mission qui lui a été confiée par le peuple congolais de manière démocratique et maintenant nous sommes concentrés à lui donner les soutiens qu'il faut pour qu'il puisse réaliser les promesses qu'il avait faites au peuple congolais. Mais au sein du PPRD, quelle est la position aujourd'hui? Parce qu'apparemment, on dit qu'au sein du PPRD, il y a les pro-reconduction et les anti-reconduction. Quelle est la position là-bas au sein du parti présidentiel? Je vous ai donné la position du parti. Le parti a des organes habilités à donner la position du parti. Certes, je ne suis pas ici mandaté par les partis, mais tout ce que je sais en tant que cadre du PPRD, mon parti, le PPRD, soutient le président Joseph Kabila dans la réalisation des promesses qu'il a fait au peuple congolais. Donc, le président Kabila a été élu pour un mandat de 5 ans. Nous avons battu campagne pour qu'il soit élu. On a dit au peuple congolais, votez pour notre candidat parce qu'il va réaliser X, Y action. Alors maintenant, là, nous avons aussi cette obligation de l'accompagner pour qu'il puisse réaliser cela. Donc, à ce stade, il n'est pas